Oh! Le potentiel de repos, c'est pas glandé sur le canapé, hein. Ça va, j'arrive. J'arrive. Salut les petits terminales. Vous avez bien dormi? Alors, tranquillou bilou, on va faire le potentiel de repos. Avec d'abord sa mise en évidence. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à savoir qu'une cellule nerveuse était polarisée? Eh bien, ils ont réussi à choper un calamar géant. Déjà, c'est pas facile. Et ce calamar géant, ils ont récupéré dedans un neurone. Je vous présente notre mascotte. C'est Neno, le neuro. Il est chou, hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, sur un neurone géant, ils ont mis une microélectrode sur le dessus de la membrane et ils ont planté une autre microélectrode à l'intérieur de la membrane. Ainsi, ils ont pu mesurer la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane d'un neurone et plus particulièrement d'un axone. On va voir ça tout de suite sur votre logiciel. Alors ici, vous avez le fameux axone de calamar, géant bien sûr, ce qui est d'ailleurs pas facile à attraper, mais bon les gars, ils ont réussi. Et vous avez deux microélectrodes, une de référence ici, qui va servir à mesurer le potentiel à la surface de la fibre, et une deuxième ici qu'on va planter à l'intérieur. Alors c'est parti. Je pose mon électrode de référence, rien ne bouge du côté de l'oscilloscope, clac, et je pique avec ma deuxième électrode, et qu'est-ce que je vois? Ici, le potentiel est descendu à moins 70 millivolts. Ça veut dire que l'intérieur de la fibre est électronégatif par rapport à l'extérieur de cette fibre. Alors, quelle est l'origine justement de ce potentiel de membrane? Ce potentiel de membrane, il est dû à l'inégale répartition des ions de part et d'autre de la membrane plasmique. Alors, il faut bien comprendre que cette membrane plasmique, là, qui est une bicouche lipidique qu'on va représenter juste par un trait ici, dans le milieu extérieur, il y a tout un tas d'ions, positifs et négatifs. Alors, on a des ions sodium, des ions potassium, des ions chlore, des ions calcium. Entre parenthèses, les ions, ils ne sont pas à votre programme. Je vous en parle juste pour que vous compreniez le mécanisme et que vous sachiez d'où viennent les choses. Donc, à l'extérieur de la membrane, vous avez une électroneutralité qui va être conservée, c'est-à-dire qu'il va y avoir autant d'ions positifs que d'ions négatifs. Au niveau des charges, ça va se compenser. À l'intérieur de la membrane plasmique, ça va être la même chose. L'électroneutralité va être conservée, vous aurez autant de charges positives que de charges négatives. Mais à l'intérieur de la membrane, il y a énormément de protéines qui sont chargées négativement. Et en fait, ce qui va créer justement ce potentiel de membrane, c'est qu'il y a beaucoup plus de charges d'ions positifs à l'extérieur de la membrane par rapport à l'intérieur de la membrane. Alors, ce que ça va entraîner, c'est que les ions Na+, par exemple, leur gradient électrique va faire qu'ils vont avoir envie de rentrer à l'intérieur. Les ions K+, eux, vont plutôt avoir envie de ressortir. Les ions calcium de rentrer et les ions chlore de sortir. Donc vous avez comme ça des gradients qui vont être présents. Et pour lutter contre ces mouvements d'ions, eh bien vous avez en permanence des pompes qui vont permettre de lutter contre de rétablir ce déséquilibre. Et on va aller voir les pompes justement sur le logiciel. Donc là, on se trouve de part et d'autre de l'axone qui est là. On voit la bicouche lipidique. Et donc, dans cette membrane se trouvent des canaux qui sont fermés. Et comme vous pouvez constater, eh bien, les ions Na+, ont plutôt tendance à être à l'extérieur et les ions K+,
potassium ont plutôt tendance à être à l'intérieur. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, naturellement, les gradients chimiques, je dirais même électriques, font que les ions sodium ont plutôt tendance à rentrer, comme on le voit là, et les ions potassium, eux, ont plutôt tendance à sortir, comme on le voit là. Et pour maintenir, entretenir justement cette inégale répartition des charges de part et d'autre de la membrane, eh bien vous avez des pompes qui justement font régulièrement sortir les ions sodium et rentrer les ions potassium. Et ces pompes, comme vous le voyez, elles consomment de l'énergie, elles consomment de l'ATP. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'intérieur de l'axone est électronégatif par rapport à l'extérieur de l'axone. Je répète, ça signifie qu'il y a plus de charge positive à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Cette inégale répartition des charges va engendrer le potentiel de repos qui est donc de moins 70 millivolts. Et si je mesure la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur, et que je regarde sur un oscilloscope, eh bien, je vais obtenir ce potentiel de repos qui est en millivolts, différence de potentiel de moins 70 millivolts. Maintenant, quand une stimulation va arriver, par exemple une stimulation sensorielle comme nous, ce qui nous intéresse au niveau de la posture, eh bien, cette polarité va changer et c'est le potentiel d'action. Alors, c'est parti pour le potentiel d'action. Donc, vous allez prendre déjà votre cours et on va faire le petit schéma qui va dans le cadre qui est resté blanc et que vous allez vous-même compléter. Alors, on va partir donc du point de départ qui est que notre cellule est donc polarisée et puisqu'elle est polarisée, elle est donc excitable. Donc, quand une stimulation va arriver, on va voir qu'elle va générer, si elle dépasse un certain seuil d'intensité, un potentiel d'action. Alors d'abord, je vais vous laisser regarder ce petit schéma et faire une petite pause parce qu'il va falloir que déjà vous organisiez votre schéma comme ceci. Alors soit vous le faites comme ceci, soit vous faites les cadres les uns à côté des autres et le petit graphique à côté. C'est comme vous voulez. Mais déjà, je vais vous laisser le temps de le dessiner. Et moi, je fais une petite pause avec mon thé. Ça fait professionnel en plus. Genre la pause, je prends un petit peu de thé, on se décontracte pendant que vous dessinez. Moi, ça me détend énormément en fait. Alors, il y a 4 cadres. Un pour le potentiel de repos, un pour la dépolarisation, un pour la repolarisation et un même pour l'hyperpolarisation. Et puis après, on retournera au potentiel de repos. Alors, c'est bon? Tout le monde est prêt? Vous avez mis pause et vous avez fait votre petit schéma. C'est parti. Ici, on a une électrode stimulatrice et pour l'instant, elle n'a pas lancé de stimulus et on est au niveau donc, de l'axone. Voilà, ça c'est l'axone, je ne l'avais pas précisé. Alors, si vous étiez là, vous me diriez, pardon, que l'intérieur est électronégatif
par rapport à l'extérieur. Donc, il y a plus de charge positive à l'extérieur par rapport à l'intérieur. C'est le fameux potentiel de repos et on sait que c'est un potentiel qui doit être tout le temps entretenu car il lutte contre des gradients de concentration et des gradients électriques. Là, je représente ma première étape comme ceci en mettant, c'est le potentiel de repos qui est à moins 70 millivolts et qui mesure la différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur de l'axone. Un stimulus arrive. Qu'est-ce que cela va provoquer? Localement, vous allez avoir une inversion de la polarité si le stimulus a été assez fort. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une inversion? Parce que, notamment, on va avoir les canaux Na+, là, qui vont faire rentrer des charges positives et c'est ça qui va être responsable de la dépolarisation. Dans votre logiciel NER, vous avez une petite animation qui n'est pas votre programme parce que vous n'avez pas la nature chimique avec les ions à connaître, mais cette petite animation, elle vous permet quand même de comprendre comment se génère et comment se propage ce potentiel d'action. Alors, si je vous mets justement une dépolarisation qui arrive, donc un stimulus, vous voyez ici là, les ions sodium qui rentrent, puis les ions potassium qui sortent. Alors là, ce phénomène-là s'enchaîne pour qu'on le revoie plusieurs fois. Lorsque les ions sodium rentrent ici, hop, vous voyez que des charges positives rentrent à l'intérieur. Donc forcément, l'intérieur devient moins électronégatif et il devient même électropositif par rapport à l'extérieur, très localement. Donc on a une dépolarisation, c'est là. Puis, lorsque les ions K+, potassium sortent, à ce moment-là, vous faites ressortir des charges positives. Du coup, votre membrane se repolarise. Il y en a même tellement qui sortent qu'elle est hyper polarisée et que l'intérieur devient très très électronégatif, beaucoup plus que moins 70 millivolts. Et enfin, on retourne au potentiel de repos avec cet équilibre qui est maintenu, comme on l'avait vu tout à l'heure, grâce à la pompe NAK-ATPase. Voilà. Donc si je prends mon petit schéma, alors là mon code couleur c'était rouge. Ici, les ions rentrent, Na+, donc localement, voilà, les charges, l'intérieur se retrouve à être positif par rapport à l'extérieur. Donc, vous dessinez sur vos schémas que la stimulation a donc provoqué une inversion de la polarité localement. Là, ici. Alors, si je le représente comme ça, donc, la stimulation a provoqué une dépolarisation en faisant rentrer quelques ions Na+, notamment des charges positives. Si elle atteint un certain seuil, à ce moment-là, cette dépolarisation va être totale et elle va aller jusqu'à 30 millivolts. Donc ça, c'est l'étape 2. Alors l'étape 1, j'avais oublié de la marquer, mais on va la marquer maintenant. C'est le potentiel de repos. On va l'écrire ici. Potentiel de repos. Et maintenant, on est dans une phase 2 où on a une dépolarisation. Évidemment, ça ne tombe pas. Crac. Et je remets mon plus 30 ici. Voilà.
Et cette dépolarisation, c'est une inversion de la polarité. Donc, des ions rentrent, clac, ça s'inverse. Puis, à ce moment-là, le fait d'avoir atteint plus 30 millivolts, ce sont d'autres petits canaux qui vont s'ouvrir dans la membrane et qui, ce coup-là, vont laisser sortir des ions K+. Donc, des ions K+, vont sortir, ça veut dire donc des charges positives vont sortir. Et à ce moment-là, on passe dans la phase 3, dite de repolarisation. Oula, une petite macrée. Voilà. Je repolarise. Donc, localement, à ce moment-là, là, il n'y a plus que là. Ça, c'est décalé. Hop, moins. Et ici, vous voyez que c'est moins électroné positif ici. C'est en train de se réinverser. Voilà. Et le potentiel d'action s'est déplacé sur le côté dans ce sens. Donc là, il s'est déplacé. Si je continue ma fibre, là, il serait à nouveau inversé. Voilà. Donc là, il s'est décalé dans ce sens. Et donc, on a une repolarisation. Des ions K+ vont tellement sortir qu'on va même avoir une hyperpolarisation. Là. Où le potentiel va devenir encore plus bas que moins 70 millivolts. Et ça, c'est fait exprès pour que cette zone soit justement encore moins excitable. Et pour que le potentiel d'action ne se propage que dans un seul sens. Donc, on va le dessiner ici. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, la sortie de charge positive est telle que même ici, c'est encore plus électronégatif. Donc, je fais des moins encore plus. Voilà. Et par contre, le potentiel d'action s'est déplacé un peu plus loin. Mais localement, voilà, localement ici, c'est même encore plus électronégatif, c'est l'hyperpolarisation. Je ne fais pas très bien en bas. Voilà. Puis, à ce moment-là, le potentiel va redevenir comme avant et on va retourner à un potentiel de repos. Et à ce moment-là, la fibre va pouvoir être à nouveau excitable, on va pouvoir renvoyer un potentiel d'action. Alors, ce schéma, vous le refaites bien dans votre cours et vous devez bien savoir le refaire au cas où vous avez un écrit ou quelque chose à expliquer dans un exercice. Et bien, on a toutes les phases. Alors, ce potentiel d'action, qu'en est-il? Je vais poser mes électrodes et on va créer une stimulation. Cette stimulation, elle peut être de différents ordres, mécaniques, chimiques, électriques. Ça va dépendre en gros du récepteur qui est concerné. Donc, je fais une petite stimulation et je vais regarder ici au niveau de mon oscilloscope. Clac. Je fais une petite stimulation. J'ai vu une aiguille qui était légèrement remontée vers les valeurs positives. Donc, elle s'est dépolarisée, mais ça n'a pas suffi. Je fais maintenant une stimulation moyenne. Hop, je vois un signal qui est différent, qui est apparu. Si je fais une stimulation forte, hop, je vois encore un signal
de même ordre que celle qui est apparue. Alors pour justement un peu mieux les voir, on va les superposer de manière statique. Et je vois ici ma première petite stimulation qui était faible, qui a effectivement créé une dépolarisation, c'est-à-dire que mon potentiel, il était un petit peu moins électronégatif. De part et d'autre de la membrane, ça s'est dépolarisé. Mais ça n'a pas suffi. Par contre, lorsque j'ai fait une stimulation moyenne en rouge et forte en bleu, je vois que hop, mon potentiel de membrane, donc ça s'est dépolarisé, voire la polarité de la membrane s'est inversée puisqu'elle est devenue positive. Alors que la stimulation soit moyenne ou forte, on a exactement le même signal qui se produit, et ce signal-là, ça s'appelle un potentiel d'action. Je vais le regarder maintenant, hop, ici en haut, voilà, ici. Et là, je vois ma stimulation qui a créé une dépolarisation. Si cette dépolarisation est assez forte et qu'elle atteint un seuil, elle va être suivie du potentiel d'action. Donc là, la fibre était au potentiel de repos, mais elle a été dépolarisée. La stimulation est assez forte, elle dépasse un seuil, à peu près 40 millivolts, et l'inversion de polarité se fait. On passe de moins 70 ici à plus 30 millivolts, là, voilà, ici. Puis, la fibre va se repolariser, puis même s'hyperpolariser, elle devient encore plus électronégative et elle va retrouver le potentiel de repos. Ce schéma-là, ça s'appelle un potentiel d'action. Quelle que soit la stimulation, il reste le même en amplitude. On parle de la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que si la stimulation atteint un seuil, à ce moment-là, on a un potentiel d'action qui se produit et il ne va pas changer même si la stimulation est plus forte. On verra après comment est-ce que les cellules font pour coder l'intensité de la stimulation. Alors au-dessus, ici dans l'axone, on voit quoi? On voit comment se propagent justement ces potentiels d'action. Ils se propagent en fait tout à fait en surface de l'axone. Et vous voyez que très localement, on a une inversion de la polarité qui avance comme ça le long de l'axone. Et c'est ça qui fait que les potentiels d'action se propagent sur la surface de la membrane de l'axone. Oh, ce potentiel d'action m'a épuisé. Maintenant, c'est à vous d'aller faire les schémas dans votre cours et vous vous débrouillez. Moi, je me prends un petit café pour me requinquer. À bientôt les loupiaux.